Et là, la tempête de sable arrive, elle fait la taille d'un immeuble de 15 étages et ça fonce vers le site. Pendant qu'ils s'occupent de l'or, il y a deux types avec des AK-47 des deux côtés qui regardent. Et ils sont pas de notre équipe. On se retrouve donc le dernier jour de la mission. Je veux partir du Soudan, ils ne veulent pas me rendre mon passeport. Aujourd'hui, 10 anecdotes de stage au Soudan. On en parle parce que ce stage de fin d'études m'a marqué. On verra les pires anecdotes, pourquoi je ne retournerai jamais travailler dans des mines d'or au Soudan. Et aussi un peu les meilleurs parce qu'il y a quand même des trucs cool là-bas entre des pyramides vides et des tortues de compagnie. Bref, si tu te demandes à quoi ça peut bien ressembler un stage à l'étranger, ingénieur au Soudan, alors cette vidéo à laquelle tu t'attendais pas est faite pour toi. Tout commence quand je descends de l'avion. À ce moment-là, pour le contexte, j'ai 24 ans, je suis élève ingénieur en dernière année et c'est mon stage de fin d'études. J'arrive donc à Khartoum, la capitale du Soudan. Un collègue vient me récupérer à l'aéroport et m'amène dans les quartiers généraux pour que je puisse rencontrer l'équipe locale. J'arrive en fin d'après-midi et première chose qu'ils font, c'est me dire Thomas, écoute, super, passe-nous ton passeport, qu'on puisse te faire les papiers pour que tu puisses passer les barrages militaires. Parce que oui, le Soudan, c'est pas un pays qui est le plus safe, surtout lorsqu'on est en 2014 à ce moment-là. Je vais aller travailler sur des mines d'or qui sont à 7 heures de route de la capitale, il va donc falloir passer des barrages militaires. Ok, je leur donne mon passeport. Et là, ils me donnent des photocopies, des papiers, donc j'ai quoi? J'ai 4 pages blanches à 4 qui ressemblent pas à grand-chose, et ils me donnent pas mon passeport. Alors je leur dis, et le passeport? Ah non, on le garde, t'inquiète pas, il sera plus en sécurité dans le coffre-fort. Et comment te dire? Te retrouver dans un pays à l'étranger sans ton passeport, c'est un peu comme aller chez le dentiste. Tu sais que tu risques d'avoir mal. Je dis ok, de toute façon j'ai pas trop le choix. On monte dans la Jeep le lendemain matin et on va partir direction la mine d'or, c'est-à-dire une longue ligne droite avec des pneus crevés un peu partout sur le côté parce qu'en fait t'as qu'une seule route. 2 barrages militaires dans lesquels ils récupèrent justement mes 2 papiers et on se retrouve après 4 heures de route au milieu de nulle part. J'ai pas mon passeport, j'ai plus qu'un papier d'identité, j'ai pas les laissés passer. Et on va partir dans le désert. Petite surprise, donc on est dans la Jeep, je suis avec le conducteur, 2 expats qui vont sur la mine aussi, et moi, donc plus aucun papier comme j'ai dit. Et petite surprise, avant de partir sur la route, donc sur le désert, on va juste faire dans la voiture pendant 3 heures, le conducteur nous dit tu vas aller voir les pyramides, t'es déjà jamais venu ici toi. Moi je fais des pyramides, quelle pyramide? Un peu inculte, je suis désolé, à ce moment-là j'avais 24 ans, je connaissais pas le Soudan, je pense que 99% d'entre vous savent pas qu'il y a des pyramides au Soudan. Et il me dit ouais, les pyramides elles sont sur le bord de la route. Sur le bord de la route. Et on s'arrête 10 minutes plus tard, il y a des pyramides et il y a personne. Le Soudan c'est pas exactement connu pour son tourisme. Et donc on fait 200 mètres, il y a un type avec un chameau à côté qui nous voit, qui là se réveille un peu et il vient nous voir vous voulez monter sur le chameau et tout. Et il dit bon pas tout de suite. Et on va voir des pyramides et c'est des petites pyramides. Tu prends l'Égypte, tu prends les pyramides d'Égypte, c'est 10 fois plus petit. Mais c'est des vraies pyramides, il y en a beaucoup plus, t'en as peut-être 6-7 là où on est, et plus loin, tu regardes l'horizon, t'en as encore 8-9. Des pyramides à taille humaine, et on va là-dedans, et il n'y a aucune restriction. Tu t'imagines, tu vas visiter ça, on te dit ouais non t'inquiète, tu vois les hiéroglyphes, vas-y touche-les si tu veux, fais ce que tu veux. Enfin vraiment il te laisse y aller, il n'y a personne, tu peux prendre des pierres si tu veux. Le mec qui était sur son chameau, il te vend des petites statues en forme de pyramide qui sont faites à partir des pierres de la pyramide elle-même. Enfin c'est chaud quoi. Et ça, mais c'est quand même vachement cool comme anecdote parce que tu te retrouves dans une carte postale quasiment vierge d'intervention humaine depuis des centaines d'années et c'est dingue. Donc si vous allez un jour au Soudan, faites un tour par les pyramides, c'est quand même très sympa et très dépaysant. Après cette visite des pyramides, on va dans la Jeep et on fait 3 heures de route horrible parce que forcément t'es dans un désert, t'as des pierres, t'as des trous, il n'y a pas de route, tu fais paf et j'étais au fond de la Jeep, résultat à chaque fois qu'il y avait, toutes les 10 secondes tu te cognais la tête au plafond, super. Mais bon, on y va. Et on arrive sur le site, on va dans une mine d'or. Bon, pour un peu de contexte, comment ça se fait que je suis allé dans une mine d'or tout court, la compagnie c'était une ancienne filière d'Areva. Areva, on sait qu'ils font du nucléaire, ils cherchent de l'uranium, et il se trouve que géologiquement, quand tu trouves de l'uranium, une fois sur 10, il t'arrive de trouver de l'or à côté. Donc ils avaient des mines d'or, et puis à un moment il faut quand même, bon les gars on a 4 mines d'or, c'est pas notre business principal, on vend la société, très bien, et moi j'étais chez eux. Ensuite, la mine d'or, ça fonctionne comment? Une anecdote qui est vraiment sympa, c'est l'or, c'est comme du café. Et moi, j'étais un peu l'ingénieur réparation d'expresso. En gros, le café, tu prends ta capsule, je vais prendre une capsule, je reviens. Le café, c'est la même chose que l'or. Tu prends du café, tu fais passer l'eau à l'intérieur et tu as ton café derrière. Super simple. Et bien l'or, tu vas extraire plein de roches, tu vas les concasser, tout ça. Tu les mets dans des gros tas. Tu fais passer de l'acide dedans et tu récupères de l'or en dessous dans une solution. Mais la différence avec le café, c'est que ça, c'est instantané, ça prend 10 secondes.
Alors que l'or, ça prend 9 mois pour récupérer 75-80% de l'or qu'il y a dans le tas. Et donc, comme un ingénieur qui va réparer ta machine Nespresso lorsque tu n'en as plus, mon job, c'est soit de faire en sorte que la machine, elle fonctionne plus rapidement, qu'elle soit pas cassée, ou on va le voir ensuite, de récupérer un peu d'argent par-ci par-là, surtout lorsque il y a des problèmes bizarres qui se passent sur la mine. Mais avant d'aller sur l'anecdote suivante, où il y a des choses bizarres qui disparaissent sur le camp, d'abord, le rythme de vie, parce que j'arrive sur une mine, il faut bien comprendre qu'on est au Soudan. Il y a la charia qui s'applique, c'est-à-dire la loi islamique. Alors attention, disclaimer, je ne suis pas un spécialiste de la loi islamique, mais je vais juste parler de ce que j'ai vécu sur place et comment est-ce qu'elle a été déclinée à ce moment-là. Concrètement, déjà tu travailles 6 jours sur 7, puisque c'est le vendredi qui est le jour non travaillé, et ensuite il se trouve qu'on est sur une mine au milieu de nulle part, internet n'est pas ouf, donc concrètement tu travailles 6 jours et demi par semaine, on avait juste le vendredi après-midi qui était libre, et en vrai le vendredi après-midi t'as rien à faire non plus, donc première fois j'ai fait une visite du camp et deuxième fois j'ai fait mon rapport de stage. Donc tu travailles tout le temps, c'est normal, tu es un expat sur un site. Et deuxième chose importante, c'est que l'impact de la charia, c'est que tu as 5 prières par jour. Alors, je ne les faisais pas personnellement, mais il était toléré qu'on ne la fasse pas si on restait dans les bâtiments et qu'on n'était pas ostensible sur le fait qu'on ne faisait pas les prières. C'est pas compliqué, quand tu n'es pas chez toi, tu t'adaptes. Donc on s'adapte au rythme de vie local. En fait, ça allait très bien aussi avec la chaleur, parce que la chaleur, il faisait entre 40 et 48 degrés la journée, il faisait vers 30 degrés, 28-30 degrés la nuit, à minuit. Et donc de toute façon, les prières tombaient bien, puisque la longue prière du midi, on ne travaille pas à ce moment-là. On va se réveiller vers 6h, on va travailler jusqu'à 10h, 10h30, 11h, prière. Et ensuite, on reprend le travail vers 1h, 2h. Il fait beaucoup trop chaud pour travailler entre midi et 2, et puis on va finir assez tard. Mais on essaie de travailler quand le soleil se lève, mais pas en pleine journée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait sur site? Qu'est-ce que fait un ingénieur sur place? Je vais te parler de la mission la plus bizarre que j'ai dû faire. Parce que c'est pas que juste réparer des machines café. C'est, j'ai une mission. Le directeur est venu vers moi et il me dit, voilà Thomas, on perd beaucoup d'essence, l'essence nous coûte très cher et on a une consommation qui semble être très grande. Est-ce que tu peux regarder ce qui se passe? Et là je me dis, oui bien sûr, donnez-moi les fichiers. Et je m'attends en tant qu'ingénieur stagiaire un peu naïf, tu sais, à avoir des beaux fichiers tout grands, tout beaux, et juste faire des analyses sur Excel et puis faire, voilà c'est bon, vous pouvez faire ça. Pas du tout, hein. On est sur un chantier au Soudan. Beaucoup de gens travaillent sur leur ordi de travail, mais il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de serveur, enfin bref, c'est très archaïque comme système. Et donc je me retrouve à aller devoir parler avec différentes personnes pour comprendre ce qui se passe. Dont au départ la personne qui donne le pétrole à la pompe, qui tient un registre manuel, qui après met les logs dans son fichier Excel sur l'ordinateur. Je vais voir le mec des réparations. Tu t'imagines te balader avec ta petite clé USB là. Bon, on va récupérer les différents fichiers pour ensuite faire ton analyse sur ton propre ordinateur que tu ramènes. Et là, un truc vraiment étonnant. Je fais la comparaison des consommations de pétrole de tous les véhicules du personnel sur site. Et je me rends compte que 2 voitures consomment 100 litres au 100. Là, tu peux te dire, 100 litres au 100. J'avais pas forcément une grande culture des voitures avant, mais je voyais bien qu'il y avait un truc qui déconnait. Si tu connais pas non plus, c'est un peu comme si je te disais, dans la classe, on fait tous entre 1m50 et 2m10, et puis tu as 2 personnes qui font 4m50. Il y a un truc qui cloche, tu vois, il y a un truc qui cloche. Et au départ, je me demande si on n'a pas fait une erreur, est-ce qu'on n'aurait pas mis, par exemple, juste certains des gros trucks là, qui transportent tous les minerais. Je suis un peu naïf, hein, tu remarqueras que je suis toujours naïf à ce moment-là. Donc je vais voir le chef des réparations avec mon beau fichier, parce que lui, il avait jamais vu ça, et je lui dis, voilà, j'ai toutes les voitures, tu pourrais me dire, ces 2 voitures, elles sont étonnantes, c'est quoi? Est-ce que c'est pas des trucks? Et là, il me regarde, il fait, non, ces 2 voitures... elles sont à la casse depuis 2 ans. Ouais, mais elles viennent tous les jours à la pompe récupérer du pétrole, là, quand même. Et, ah. Et là, tu te retrouves sur des vrais problèmes opérationnels. Tu vois, là, tu es sur un site, tu es sur un milieu fermé, il y a une population locale qui t'aide. Et ce que faisait le site, en fait, c'est que lorsqu'une voiture était bonne à aller à la casse, elle était pas forcément totalement bonne à aller à la casse. Elle pouvait encore fonctionner un peu, mais pas dans les standards pour une mine. Et donc, il donnait juste tout simplement ces voitures à la population locale pour aider les familles, parce que ça fait toujours super agréable d'avoir une voiture en plus, pour aider la communauté. Et ce qui se passait, c'est qu'en fait, la communauté revenait juste récupérer du pétrole tous les jours, pour revenir ensuite sur le village, puis siphonner l'essence, et revenir le lendemain, et juste s'alimenter en pétrole, comme ça, pour toutes les voitures du village, ce qui n'était pas forcément prévu à la base, et ce qui se faisait un peu en loose day. Et donc un peu l'anecdote le truc qui disparaît par magie, c'était pas par magie du tout. 6e anecdote, celle pour laquelle tu as sûrement cliqué sur cette vidéo, la tempête de sable. Alors ce qui se passe, c'est qu'on est à peu près au milieu de mes quelques semaines sur place. Elle est annoncée, elle doit arriver en milieu de journée. Donc je me dis, bon cool, une tempête de sable, je l'ai vu dans des films, tu vois, c'est un peu dans le film La Momie, ou dans Indiana Jones, tu te demandes vraiment ce que c'est en pratique. Mais mes collègues me préviennent quand même. Quand la tempête de sable est là, tu ne peux rien faire, tu restes dans le petit local dans lequel tu es,
et tu fais rien, parce que tu ne peux rien faire. Je lui dis, ok, c'est bizarre, enfin, on peut quand même continuer à travailler, quoi. Et là, la tempête de sable arrive, elle fait la taille d'un immeuble de 15 étages, et ça fonce vers le site. Déjà, tu fais moins de malin à ce moment-là. Je me dis, ok, je vois tout le monde qui commence à ranger ses affaires, à se préparer pour rentrer dans dans le petit bunker dans lequel on est, les préfabriqués dans lesquels on dort. Et on va quand même finir les trucs, donc on reste dans les locaux pendant que la tempête arrive. Et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il y a tout qui change. Déjà, la tempête de sable, il y a des vents violents à l'intérieur, donc le sable qui balaie le bâtiment. Une fois que la tempête passe au-dessus, ça gronde, et tout est rouge. Normalement, je te mettrai une photo à l'écran. Il n'y a pas aucun trucage. Littéralement, la lumière dehors, tu n'as plus que le rouge qui filtre à travers en fait la tempête de sable. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, donc là on range les affaires, etc. Tu as tout le sable qui arrive à rentrer quand même dans les bâtiments, parce qu'on a deux sas avec des portes, ils sont habitués. Mais malgré ça, le sable arrive à entrer sous l'une des portes. Il y a tellement de vent, de débris que ça rentre dans la salle. Et là, on couvre les ordinateurs et tout le matériel avec des sortes de bâches plastiques, parce que le sable commence juste à s'accumuler dans dans le préfab. C'est n'importe quoi. Et il pleut à l'intérieur de la tempête de sable. Je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas à jour comment c'est possible. Mais il y a des vents violents, on a des lunettes, malgré les lunettes, il faut se protéger, t'avances, t'as l'impression que tu dois te faire juste envoler par la tempête. Heureusement que je connaissais le tracé, que ça faisait une semaine que j'étais là, parce que sinon tu ne vois rien à plus d'un mètre. Tu mets ta main comme ça, tu ne vois pas cette partie-là de ton bras. C'est inimaginable, t'as l'impression que c'est l'enfer juste parce que tout est rouge, tout est chaud, il fait 40 degrés, t'as de l'eau, t'as du sable, t'as du vent. Bref, l'une des expériences les plus désarçonnantes, dépaysantes qui soit possible d'imaginer lorsque j'étais sur place. Je rentre, on va se calfeutrer à l'intérieur de préfab, de la salle où on mange, la cantine, et on reste là pendant quelques heures. Ça finira par passer, je crois peut-être dans la soirée, mais ouais, une demi-journée de perdu, rien ne peut opérer, aucune des machines ne fonctionne. Et ça, c'était la réalité de quand une tempête de sable arrive, tu t'adaptes, et a priori, il y en a certaines qui peuvent durer plusieurs jours par moment, et tu fais rien pendant ce moment-là. On continue, il nous reste 4 anecdotes, il y en a 2 qui sont dangereuses, qui sont parmi les pires. Mais on va commencer, on va se remettre doucement dans le bain, on est sur une mine d'or. Et 2 jours plus tard, j'avais de la chance, il y avait la fonte de 2 lingots d'or. Alors comment ça se passe? On a déjà vu, l'or c'est comme un café, tu fais passer tout ça. Tu récupères toute une solution liquide que tu vas faire passer à travers des solutions chimiques. Et au bout du bout, tu fais c'est une fonte, c'est comme dans une fonderie. Tu mets le liquide à 1800 degrés, je crois. Et tu reverses tout ça et ça te fait un mélange d'or et d'une sorte de verre que tu récupères. Par solidification, décantation, tu as l'or qui est plus lourd, qui va donc aller en bas, et tu as le verre qui est au-dessus. Et tu casses tout ça pour récupérer l'or. L'or n'est pas pur à ce moment-là, tu vas pouvoir faire d'autres procédés chimiques dessus, mais grosso modo, c'est comment ça marche. Et l'anecdote, c'est que c'est très manuel là-bas. Et donc, on fond l'or. Et ce qui se passe ensuite, c'est que pour séparer l'or du verre et pour enlever tout le verre de la surface de ce lingot d'or, ils y vont au marteau. Donc tu as plein de gens qui se regardent à ce moment-là. Et pour aider cette séparation, pour aider le matériau à s'enlever de l'or, tu mets de l'acide chlorhydrique dessus. Et on est au Soudan. Donc là, tu as le type qui arrive avec donc en habit de protection, avec une sorte de tablier de forgeron, qui arrive, paf, qui commence à taper au marteau dessus pour séparer l'or du verre. T'as un autre mec qui par moment met sa petite pipette d'acide chlorhydrique là, dessus, et t'as un autre type qui est avec de l'eau, parce qu'il faut quand même pas déconner, pour enlever le plus d'acide. Le type continue à taper dessus et ça éclabousse. Genre c'est pas un petit truc en mode ouais on y va doucement, on est dans un labo, tout est clean. Absolument pas. Il tape, et à un moment donné, il tape. Donc t'as de l'acide qui se jette, tu vois, sur lui, il a ses bras et tout. Et à un moment donné, il se fait mal à la main. Et tu vois qu'il y a une petite goutte de sang qui perd, il a dû se faire, je sais pas, il a dû se faire mal là ou une connerie comme ça. Et regarde sa main, il fait. Et il continue à taper. Juste en termes de sécurité. Alors je veux bien que ce soit pas les standards, là j'avais pas grand chose à dire, de toute façon j'étais qu'un stagiaire à ce moment-là, et tu fais pas trop le malin quand il y a de l'or, parce qu'en fait il y a des mecs armés, on va y revenir autour. Mais une brute quoi. Une brute, et ça te marque, tu fais ah ouais, c'est pas le même délire quand même là. Ils y vont quoi, il n'y a pas de faux semblant, t'es sur site, c'est un métier manuel, c'est un métier dur, ils y vont. Et une fois qu'il a fini, ils vont prendre les lingots d'or et les mettre dans une salle sécurisée, les peser au gramme près. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive vers l'anecdote numéro 8. On va dans la salle et puis, vu que c'est ma première fois, il me montre. Et il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, moi je suis stagiaire, mais surtout, pendant qu'il s'occupe de l'or, il y a 2 types avec des AK-47 des 2 côtés qui regardent. Et ils sont pas de notre équipe.
Car oui, au Soudan, on ne peut pas avoir nos propres forces de protection sur place. Il est interdit d'amener ses propres gardes au Soudan. Donc, on revient au camp, la journée se passe, et je me rends compte qu'en fait, on est vachement en danger. Parce que oui, il y a la charia law qui existe, donc normalement, il y a beaucoup de respect, et il y a d'autres règles un peu sympathiques, comme si tu voles quelque chose qui vaut plus de $50, on te coupe la main. Donc il y a très peu de crimes, et t'es très safe. Excepté, s'il y a vraiment quelque chose qui se passe, dans ce cas-là, ça va être tellement fort parce qu'il faut que ça vaille le coup. Et donc on m'avait gentiment expliqué quand je suis arrivé que si jamais il y avait un problème, qu'on nous attaquait, soit on allait se faire tuer, soit on allait se faire kidnapper et on va demander une rançon. Parce que tout ce qui est inférieur à ça, ça vaut même pas le coup. Parce que sinon tu risques de te faire couper les mains et c'est l'horreur. Donc on revient sur le camp. On est sur un camp au milieu du désert où il y a juste une grille de protection autour, une petite grille. Et on est dans des préfabriqués où on dort, où les murs sont super fins. Et je percute juste que si t'es garde ou si t'as une force, enfin une mini milice armée de quelques personnes arrivent et veut vraiment récupérer cet or et qui nous attaque, il n'y a rien que je puisse faire. Enfin, littéralement, je suis sur une cible, il n'y a rien autour, ils arrivent, s'ils prennent le point d'entrée, je ne peux plus sortir. Et s'ils veulent nous récupérer, que je suis enfermé dans la pièce, il leur suffit juste de faire une rafale et plus de Thomas. Et quand je percute là-dessus, ça me travaille vraiment. J'arrive pas quand même à dormir et je panique. À minuit, je me dis, il faut que je trouve une solution, il faut que j'ai un plan B au cas où. Parce que oui, on avait un mec de notre équipe qui était capable de nous protéger. C'était le responsable de propreté du camp, qui était en fait un ancien des forces du GIGN, qui était là pour ça. Hein. Il pouvait pas officiellement être là pour nous protéger, mais il était là quand même. Mais à part lui, voilà, il nous avait très bien dit, si on nous attaque, de toute façon, moi j'ai un couteau, je peux bien en buter deux, mais après ça, moi je suis mort et vous êtes dans la merde. Et donc je vais partir dans la nuit, à minuit, à faire le tour du camp, en entier. Et à chercher s'il y a un trou sous l'un des grillages où je pourrais me barrer et me cacher pendant une demi-journée si jamais on nous attaquait. Donc je marche, je crois qu'au bout de 40 minutes, j'arrive à trouver un endroit où en effet il y a une sorte de mini trou sous le grillage et si jamais j'y vais, que je peux limite me passer en dessous avec, en mettant une sorte de, un tissu puis pour pas me scratcher. Et je me dis de toute façon je suis au milieu d'un désert, hein, il fait 30 degrés la nuit, 48 degrés le jour, si je me cache c'est juste pour attendre les secours, mais c'est vraiment pas bien. Et donc je continue ce stage où je me dis il me reste encore quelques jours, quelques semaines sur place. Je suis pas serein parce que je sais que ce risque existe et qu'on n'a pas vraiment de moyens de défense et que c'est même pas nos gars qui peuvent nous protéger. Et le lendemain, la vie continue, hein, même si j'ai ça dans la tête. Et je me dis, il faut que je me remonte le moral, faisons quelque chose de cool. Et je décide d'aller donc au centre du camp pour voir nos amis les tortues. Parce que oui, il y a des tortues de compagnie dans le site. Je mettrai les photos à l'écran, elles étaient énormes. Et jusqu'à ce jour, je ne sais pas comment ils les ont trouvées. Ils m'ont dit, j'ai demandé aux gars du camp, mais comment ça se fait qu'on ait des tortues dans le camp? Alors oui, on mettait de l'eau parce qu'ils voulaient justement les garder et qu'elles restent avec nous. Mais ils m'ont dit, les tortues, on les a trouvées dans le désert. Et je n'arrive pas à comprendre conceptuellement comment un animal aussi lent, aussi lourd peut survivre dans le désert aussi chaud et trouver de la nourriture. Enfin, ça fait pas de sens. À la limite qu'il les trouvait près d'un oasis, pourquoi pas, mais bref, ils m'ont dit qu'ils les avaient trouvés, il y en avait 3 dans le désert. Il y avait aussi une petite bébé qui était née, donc c'était cool, c'était très mignon, mais je ne sais tout. Si quelqu'un sait comment on trouve des tortues dans le désert ou comment ces animaux énormes arrivent à survivre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vraiment une grande inconnue. Mais au moins, ça redonnait du baume au cœur. Puis il y avait d'autres petits animaux un peu partout, très sympas, que j'aimais bien voir. Des petits lézards qui avaient des démarches bizarres qui se dandinaient comme ça. Des petites souris de désert très mignonnes. Bref, ça me permettait de garder le moral. La vie sur le camp continue donc, j'arrive à retrouver un état d'esprit positif, je continue à faire des missions sur place. Bon, j'avais que 10 anecdotes, donc je ne vais pas forcément toutes les raconter. Si jamais vous voulez une deuxième vidéo là-dessus, dites-le moi, parce qu'il y a plein de trucs marrants encore que je n'ai pas dit. 10e anecdote, on retourne sur quelque chose de tendu. Ça va être la fin de la mission, je rentre en France. Je vais donc rentrer à Khartoum, la capitale. J'ai de la chance, vu qu'il y a les lingots d'or, on va faire le voyage en avion et pas en jeep comme on l'a fait à l'aller. Et donc j'atterris et je vais pour récupérer mon passeport et pouvoir enfin sortir du pays. Petite particularité, pour sortir du pays, il me faut un visa et avec un tampon spécial fait le jour même par l'entreprise qui certifie que je peux partir. Et oui, c'est un peu bizarre, il faut pouvoir un tampon pour rentrer, un tampon pour sortir. Et donc je rentre dans les quartiers généraux, je demande à voir le directeur pour récupérer mon passeport qui est dans le coffre-fort. Et là, il n'est pas là. On se retrouve donc le dernier jour de la mission. Je veux partir du Soudan, ils ne veulent pas me rendre mon passeport.
S'ensuit l'une des négociations les plus désagréables que j'avais eu à faire. Réussir déjà, à repérer où était le directeur, demander à l'assistante de l'appeler 3-4 fois, au bout de 20 fois par différents numéros, il décroche finalement. Ah oui, comment ça va? Oui, mais t'inquiète pas, j'ai récupéré le passeport d'ailleurs, hein, je l'ai. Viens, on parle. Moi, dans ma tête, il y a l'avion qui décolle dans 2h30, il me dit, viens, retrouve-moi dans la ville à 20 minutes de l'aéroport, on va prendre un verre, un café, tout. De quoi tu parles? Moi, je veux prendre mon passeport, je veux me casser. Et je le retrouve. Et là, on se retrouve dehors. Je lui dis, j'ai pas le temps de prendre un café, je suis désolé. Il y a lui et il y a son garde à côté. Parce que, ouais, il y a un garde à côté de lui, avec une arme, hein, toujours en bandoulière, normale. Et il me fait, tu sais, à ce qui paraît, t'as fait des super missions. Sur l'essence, t'as permis de gagner pas mal d'argent sur les prochains mois. Ou vraiment, on est très content de toi. Ça te dirait pas de rester un peu? Moi, dans ma tête, non, pas du tout. Et je lui dis, écoute, je dois rentrer. Il y a la mission, il y a le stage que je dois continuer en France. Il me fait, non, mais t'inquiète pas, hein, en France, ils peuvent rien faire tant que t'es ici. Si tu veux rester, moi je te fais rester, il n'y a aucun souci. T'auras une mission, t'auras des papiers. Si tu veux avoir un meilleur salaire, tu peux rester, t'inquiète pas. Et là, dans ma tête, je me dis, non mais mec, t'as mon passeport, t'es en train de me dire, allez, reste avec moi. Et je ne peux pas le supplier ou lui dire, rends-moi mon passeport s'il te plaît, parce que ça se fait pas dans la culture et ça me ferait mettre en position vraiment inférieure. Et dans le même temps, je peux pas être trop agressif ou trop rends-moi mon passeport, parce qu'il y a son garde à côté. Et s'ensuit les 10 minutes les plus horribles de mon expérience sur place où je dois gentiment lui dire que j'ai aimé travailler avec eux, que pourquoi pas, je reviendrai plus tard, mais il faut que je rentre là, c'est important, il y a ma famille que je n'ai pas prévenue, tu vois. Et finalement, il rigole entre bon, c'est bon, allez, tu veux rentrer, d'accord, tiens, voici ton passeport. Enfin, il restait, je crois, 1h50 pour aller à l'aéroport. Et Fissa, on prend le premier taxi qui passe là, pour faire 10 minutes jusqu'à l'aéroport. Je cours un peu, parce qu'il y a le guide toujours qui m'accompagne, qui est là pour traduire. Je vais jusqu'au guichet. Il y a un autre truc qui se passe à ce moment-là, mais bon, ça sera pour une autre vidéo peut-être, si vous voulez avoir d'autres anecdotes sur le Soudan. Et j'arrive à prendre mon billet d'avion, et on finira sur cette image de la coupe de champagne en partant dans l'avion avec mon passeport. Si vous avez aimé, vous aimerez sûrement cette vidéo qui s'affiche à l'écran. J'ai d'autres vidéos d'anecdotes d'une vie d'ingénieur qui pourraient vous plaire. Bonne journée à vous.